Voilà, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la problématique des médias sociaux, un peu forcé, il y a 1 an, quand à Saint-Luc, on a décidé qu'on allait s'y mettre. Alors, ne vous précipitez pas sur les iPhones, les iPads et tout ce que vous avez là. Pour l'instant, vous ne trouverez pas grand-chose. On a une chaîne YouTube et ça s'arrête là pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on avait 2 options. On avait l'option tête baissée et l'option prise de tête. Et on a choisi l'option prise de tête et on a bien fait. Parce que mettre en place des médias sociaux, c'est quelque chose qu'on doit vraiment fort réfléchir. On a appris beaucoup de choses en 1 an et c'est un peu ce que je me propose de vous montrer maintenant, mais je vais un peu poser le cadre d'abord. Si, comme moi, il y a 1 an et 1 mois, ou un jour, vous limitiez les médias sociaux à Facebook, LinkedIn et peut-être un peu de Twitter, vous trompiez parce qu'en fait, les médias sociaux, c'est bien plus complexe que ça. Ils sont de tout genre, de tout style, de tout ordre, il y en a pour faire tout ce qu'on veut. Je ne vais pas tous les détailler, ce serait vraiment fastidieux, mais je voudrais juste dire à ceux qui pensent que ça va passer et que c'est jamais qu'une mode, mais qui se trompent, parce que si ce n'est pas ceux-là, ce en seront d'autres. J'ai lu ce week-end dans un article dans Le Monde que, par exemple, Facebook voyait pour la première fois chuter le nombre de personnes qui s'inscrivaient aux États-Unis. Bon, ben, Facebook va peut-être partir, mais il y aura autre chose à la place. Donc, l'approche, c'est quand même de se dire, on va peut-être y aller quand même. Alors, on va regrouper en 3 grandes familles de médias sociaux, si on veut. Il y a les médias sociaux de communication, d'information, qui sont ceux par lesquels on communique une information textuelle, on va dire. Il y a les blogs. Un blog, c'est quoi? C'est une espèce de journal de bord que vous mettez sur un site internet où vous racontez votre vacances, ce que vous avez fait, votre vie de famille, ou bien vous dissertez sur un sujet très sérieux. Ce sont les blogs, ça existe déjà depuis quelques années. Et puis alors, il y a Facebook, LinkedIn, ce sont des supports par lesquels vous mettez des informations textuelles. Twitter, c'est aussi un média de communication et d'information parce qu'il permet de communiquer des textes, certes très courts, 140 signes maximum. Donc ça se résume en général à « je suis content d'être là » ou « je pense que ceci, je pense que cela ». Ce n'est pas aussi structuré que ce que peut l'être un blog. Vous avez ensuite les médias sociaux de collaboration. Ceux-là, ils permettent de construire ensemble quelque chose. Ce sont les wikis. Et le fameux Wikipédia en fait partie. Chacun apporte quelque chose de sa connaissance pour construire un édifice commun. C'est aussi un média social, en fait, Wikipédia. Et alors, vous avez les médias sociaux multimédia, qui sont plutôt des plateformes d'échange de contenu, comme le célébrissime YouTube. Vous avez Dailymotion, qui est un équivalent YouTube dans les pays plutôt francophones, c'est français. Puis vous avez Flickr pour le partage de photos. Alors, le pouvoir de ces médias-là, il est énorme. Quand on pense à ce monsieur sud-coréen qui saute et qui danse sur une musique insignifiante, il a quand même réussi à faire voir son film des millions et des millions et des millions de fois grâce à la plateforme YouTube. Il y a plein de gens qui ne regardent plus la télé, mais qui entendent parler d'une émission et qui vont sur YouTube regarder l'émission en question pour la retrouver, voir les feuilletons, etc., etc. Quand on parle des buzz tout le temps à la radio, on dit toujours les buzz, les buzz, les buzz. C'est sur YouTube que c'est passé en général. Chouette, la journaliste a dit une grosse bêtise pendant qu'elle était à l'antenne, on va retrouver, ça fait le buzz, c'est sur YouTube. Voilà. Ça, c'est un peu pour poser le cadre. Quelques constats maintenant pour continuer, c'est que dans le cadre de la vie de l'entreprise et de l'institution hospitalière, mais je dis entreprise pour faire plus simple, les médias sociaux, ils bousculent quand même solidement les schémas traditionnels qu'on a mis en place. Imaginez, vous avez donc décidé de communiquer, vous avez engagé chèrement un responsable de communication qui a mis en place des choses qui coûtent cher. Il fait des magazines, il fait un internet, il fait des communiqués internes, il fait des communiqués externes, il fait une communication qu'il a réussi à vous convaincre de faire. Le top-down fonctionne bien, yes, on a une bonne communication, et voilà maintenant qu'arrivent ces médias sociaux. Et les médias sociaux, ça c'est vraiment la troupe de singes qui est devant votre hôpital et qui jette les pots de banane. On y va, on va un peu raconter tout ce qu'on pense sur tout ce qui passe dans ces médias internes de l'entreprise, voire les médias externes. Ça, c'est la vision négative des choses. Les pots de banane, ça peut aussi être des opportunités. En fait, qu'est-ce qu'ils font, ces médias sociaux? C'est la machine à café qui devient visible pour tout le monde. Les discussions de machine à café, qu'avant on avait entre soi à la machine à café, elles deviennent maintenant visibles simplement sur des médias qui sont visibles de tous. Donc ça amplifie la conversation machine à café. Les commentaires qu'on peut faire sur votre communication top-down institutionnelle, qui peuvent être négatifs, mais qui peuvent aussi être positifs, ils deviennent de plus en plus visibles. Ils peuvent aussi être partagés. C'est ça aussi la richesse du média social, c'est que si quelqu'un a envie de partager quelque chose qu'il a vu sur son institution, sur une actualité quelconque, il le fait maintenant de manière très facile en cliquant sur un j'aime et où il reprend sur son média à lui, etc. Donc il célèbre la transversalité. J'utilise une terminologie plutôt positive parce que les pots de banane, ça c'est la crainte
Mais il y a moyen de récupérer ça pour en faire quelque chose de positif et intégrer ça dans la stratégie de communication de l'hôpital. Et le fameux Bring Your Own Device dont parlait Jacques tout à l'heure ne va faire qu'accentuer ça. Vous pouvez couper tous les accès du monde sur les ordinateurs de l'hôpital. Les gens ne peuvent rien faire. Chez moi, dans mon hôpital, ils travaillent. Si à côté de là, ils ont leur iPhone connecté sur le Wi-Fi du voisin qui a un super fort Wi-Fi, ben, ils vont quand même aller sur Facebook. Donc, pour l'instant, quand on ferme les accès, c'est encore normal, sans doute, parce que c'est un peu comme, j'imagine, le téléphone à l'époque où on en a parlé la première fois. On s'est dit horreur, les gens vont téléphoner. Ici, maintenant, on dit horreur, les gens vont faire Facebook. On verra bien dans 20 ans où on en est. Je veux dire, mais là, pour l'instant, on est encore dans une phase un peu d'observation. Alors, ce sont aussi des outils peu coûteux qui permettent à tout le monde de dire un peu n'importe quoi. On se connecte sur Facebook comme on veut, on ouvre un compte Twitter comme on veut. Ça coûte rien, tout ça coûte rien du tout. Ouvrir un blog où on raconte tout ce qu'on veut, ça ne coûte rien. Le dialogue et le partage sont donc partout. Et surtout, et ça c'est vraiment plus fondamental, le centre de gravité de la confiance s'est déplacé. Si avant les gens faisaient confiance, par exemple, dans des communications institutionnelles, dans des communications émanant de sources reconnues, maintenant ils ont tendance à déplacer la confiance vers qui cautionne ce que j'entends et qui cautionne ce que j'ai lu. Par exemple, je prends toujours des exemples assez simples, mais vous faites confiance, par exemple, à Vandenborg. Voilà, vous dites le service Vandenborg va être très bon, ils vendent une machine à café X, comme ce Vandenborg qui la vend, ça va être bon. Donc vous disiez qu'avant, c'était comme ça. Maintenant, vous allez quand même surtout vous assurer, enfin, vous verrez que si sur un média social quelconque, vous avez 25 personnes qui aiment la machine à café X de chez Vandenborg, vous allez vous dire, tiens, elle est peut-être vraiment bien cette machine à café, parce que mes copains ont acheté cette machine à café. Bon, extrapolez ça à d'autres choses. Par exemple, vous avez une communication institutionnelle qui a été faite dans le cadre d'une nouveauté dans votre hôpital et que vous voyez que les gens de l'hôpital cliquent j'aime là-dessus, les gens de l'extérieur vont dire tiens, le personnel est d'accord, donc c'est pas que du truc vendu par la direction quand même, hein, ils sont quand même vaguement d'accord. Et les collègues verront par contagion que c'est pas si nul que ça. Et ça, c'est vraiment essentiel dans les médias sociaux, c'est qu'on va d'abord voir un peu chez ses pairs ce qui se passe pour un peu valider ce qui vient d'en haut. Ça, c'est essentiel à savoir. Le statut de l'émetteur, disons que le statut de l'émetteur est un peu bousculé si on considère un émetteur institutionnel. Alors bon, ben voilà, la communication institutionnelle, elle n'a pas d'autre choix que de s'adapter quand on sait ça. Pourtant, il y a 3 options. Hein. On peut dire, voilà, ok, je m'adapte. Bon, je m'en préoccupe pas trop. Je sais qu'ils sont là. Je laisse faire. Je sais qu'il y a des médias sociaux, mais je ne veux pas trop m'en occuper. Ben, si vous n'allez pas vers les médias sociaux, ils viendront à vous. Je veux dire, à un moment donné, on va parler de vous, de votre hôpital, de ce que vous faites dans les médias sociaux des autres, des membres du personnel, de la concurrence, d'autres gens. Ils vont parler de vous, et ça va se passer par devers vous, donc vous ne saurez pas ce qu'on dit de vous. Il y a une approche plus, ok, bon, on y va, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et ça, c'est un peu, je crois, quelque chose qui est observé pas mal dans les hôpitaux pour le moment. Et puis, on se dit, maîtrise, ok, ça devient un outil de communication institutionnel. Ça va faire partie de notre stratégie de communication que d'être présent sur les médias sociaux. Soyons proactifs, ils mettent le pied dans la porte, ouvrons la porte. Je vous donne encore quelques chiffres, ça c'est glané ça et là sur des forums, des blogs justement, ou des statistiques. Il y a quand même 68% des entreprises belges qui sont déjà sur Facebook. Elles ont aussi les comptes Twitter. Twitter, donc, c'est des messages plus courts pour communiquer avec leurs clients, beaucoup avec les médias. Présent sur LinkedIn. LinkedIn, ça c'est donc le média social qui vous permet de mettre votre pédigré en ligne et montrer à tout le monde un peu ce que vous faites. C'est votre carrière, c'est votre CV. C'est un média plus professionnel et qui est de plus en plus utilisé, comme on va le voir, comme outil de recrutement pour les services RH. Bon, il y a d'autres chiffres qui disent que 13% seulement intègrent déjà les médias sociaux dans la stratégie de communication de l'entreprise, mais surtout, plus inquiétant, 3 entreprises sur 10 qui, disons-le platement, s'en foutent de ce que les gens disent sur eux dans les médias sociaux. Ça, c'est quand même un peu inquiétant. Ça veut dire que, j'imagine, je dis quelque chose, hein, chez Danone, si tout le monde dit les yogourts sont sûrs, ils ne sont pas bons, etc., imaginez si Danone s'en fichait et que ça continuait. Pour un hôpital, imaginez, je prends par exemple, à Saint-Luc, la bouffe est dégueulasse, par exemple. C'est comme ça, hein, le discours est en général assez direct. Si on s'en fout, si on laisse dire ça, tout le monde va dire, bon, à Saint-Luc, la bouffe est réellement dégueulasse parce que machin l'a dit. C'est marqué sur son Facebook. Bon. Donc, c'est quand même intéressant de savoir ce que les gens racontent. Alors, il y a quand même 4 millions de connectés Facebook en Belgique, je suis sûr que ça a augmenté depuis, parce que ce sont des chiffres de l'an passé, et 2 milliards de vidéos vues par jour sur YouTube. 2 milliards quand même. Hein. Alors voilà,
non, non, ce qui nous a incité vraiment à nous y mettre, c'est que ça entrait, comme je vous dis, ils étaient les pieds dans la porte. On a commencé, par exemple, à Saint-Luc, par avoir une plainte d'un client via LinkedIn. Et il avait choisi le bon LinkedIn parce qu'il s'est plaint sur le LinkedIn du patron. Donc, ça a plaidé et la cause des médias sociaux auprès de celui qui essayait de convaincre, et ça a montré qu'ils étaient vraiment partout, même là où on ne s'y attend pas, parce que LinkedIn, c'est a priori professionnel. Donc Renaud Mazy a reçu une plainte de quelqu'un via LinkedIn. Bon. Des médecins qui expriment leur ras-le-bol par rapport au fait qu'il y a trop de mails qui circulent partout, des journalistes qui disent « nous, vos communiqués de presse, on ne les lit plus, on ne fait que du Twitter », des entités du quartier opératoire qui demandent des plateformes de blogging pour mieux communiquer entre eux, surtout quand les horaires sont vraiment décalés et que les gens ne se voient pas tout le temps. Alors ça, on a aussi sur Foursquare, qui est un média social où les gens se localisent quelque part et disent je suis en train de manger une super brochette ici, c'est délicieux », ou bien voilà. À Saint-Luc, c'était j'avais rendez-vous à 9h et je suis là, il est 11h, je suis toujours dans la salle d'attente. Il y a eu aussi je vous conseille le service machin, les infirmières sont top. Je ne sais pas ce qu'il fallait comprendre derrière. Ça, c'est aussi des médias sociaux, hein, c'est Foursquare. Et on a eu aussi quelqu'un qui avait répondu à ce message-là, « va manger un croissant au rez-de-chaussée, ils sont super bons ». Bon. Donc, vous voyez, tout ça, ça se passe chez nous, quoi. Donc, il faut répondre. Là, on n'a pas répondu. Sur notre chaîne YouTube, notre média social unique, on va dire, on a quelqu'un qui a usurpé l'identité d'un autre, d'un membre du personnel, pour dire quelque chose de pas gentil. Des personnes qui vont en formation souhaitent garder le lien après une formation, en disant « tiens, on a appris ceci, cela, on a échangé des choses, il faudrait garder du lien, comment peut-on faire ?» On a des gens qui menacent le médiateur en disant « ça ne va pas se passer comme ça, et moi, je vais le dire sur Facebook ». Alors, voilà. Et alors encore, des membres du personnel qui ont des pages Facebook personnelles et disent beaucoup de choses sans vraiment avoir de guidelines par rapport à l'utilisation de médias sociaux. Donc, on s'est dit, on va passer de l'ère de la communication top-down structurée à l'ère de la conversation. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on appelle les community managers, enfin, ce sont les gestionnaires de médias sociaux, ce sont des gestionnaires de conversation. Parce que le média social qu'on va mettre en place, il va être là où se passe la conversation déjà existante. Il va faire qu'amplifier des conversations qui existent déjà. Le tout, c'est qu'il a fallu identifier où étaient ces conversations. C'est vrai qu'on venait me voir et qu'on me disait « oh tiens, on voudrait Facebook pour recruter, on voudrait Facebook pour avoir des sous pour la fondation, on voudrait Facebook pour les Y. Les Y, ils sont partout, ils veulent Facebook. » Bon, donc on a eu plein de demandes comme ça, donc on s'est dit on va un peu s'associer les services d'un spécialiste, et on a pris un spécialiste en marketing et on a suivi une approche qui est la suivante, que je vais un peu vous détailler. On a d'abord décidé de faire une analyse interne et en parallèle un benchmark extérieur pour voir ce que font les autres. Après ça, on a fait un atelier de travail avec une douzaine de personnes qui représentaient les différents lieux où se passaient les conversations dans l'hôpital. Et après ça, on a défini une stratégie que maintenant, on va devoir implémenter. Alors, l'analyse interne, ça s'est fait sous forme d'interviews structurées de 12 membres du personnel qui ont été vraiment identifiés comme là où se passaient les conversations. Donc il y avait là-dedans des responsables, mais il y avait aussi là-dedans, par exemple, une AIA, une aide infirmière administrative, car c'est quelqu'un qui est au carrefour de plein de choses. Elle fluidifie le parcours du patient pendant son hospitalisation, elle téléphone à gauche à droite, elle prend des rendez-vous, elle doit faire en sorte que ça se passe bien. Donc c'est quelqu'un qui est tout le temps en conversation. Il y avait des gens des ressources humaines, parce qu'ils voulaient recruter. Il y avait des gens de l'admission et de la planification, parce que l'admission des patients, c'est une porte d'entrée pour le patient aussi. Donc on voyait le média social comme vraiment une porte d'entrée de l'extérieur dans l'hôpital, et donc c'est ces gens-là qu'on a voulu rencontrer. On a rencontré des médecins aussi, et y compris un médecin généraliste. Alors, donc l'idée c'était de voir un peu dans quel secteur on allait faire du média social, mais on a quand même aussi voulu mesurer leur maturité par rapport à tout ça, et on a mesuré 4 indicateurs. D'abord la communication, quelle est leur perception par rapport à l'identité de l'institution, parce que qui va parler sur ces médias sociaux? Est-ce que c'est le service X? Est-ce que c'est l'hôpital? Est-ce que c'est une activité de l'hôpital? C'était pas très clair pour les gens non plus, et donc l'appartenance à l'institution, on s'est rendu compte que c'était essentiel à travailler avant de commencer à lancer directement une page Clinique Saint-Luc sur Facebook. Et aussi l'implication personnelle, est-ce que les gens s'en foutent complètement, ou est-ce que ce sera un élément de motivation supplémentaire pour eux que l'hôpital y participe? Leur aptitude aussi par rapport à ça, est-ce qu'ils connaissent le fonctionnement? On s'est rendu compte que les gens, malgré tout, ne connaissent pas bien le fonctionnement des médias sociaux. Les gens ont peur, fort peur, en disant « ou alors ils ont tête brûlée, ils disent qu'ils ne se rendent pas bien compte, et donc ils ont une parole très libérée, ou alors ils ont peur, et ils disent « non, j'ose rien mettre là-dessus parce que, mon chef, on va voir, je vais avoir des problèmes, je vais avoir des ennuis ».
On a mesuré ça donc aussi. Et alors on a aussi mesuré leur perception de qui peut parler là-dessus pour l'organisation. Est-ce que pour eux c'est plutôt quelqu'un qui est détenteur d'une spécialité particulière? Par exemple, si on veut parler de recherche, est-ce que c'est un chercheur qu'on met en avant sur les médias sociaux, ou est-ce que c'est le service de communication parce qu'il est assermenté, patenté pour le faire? Et aussi donc mesurer leur degré d'indépendance par rapport aux propos qu'ils allaient mettre. Est-ce qu'ils allaient oser mettre des choses? Si on dit, voilà, madame, vous êtes habilitée à interagir sur un média social, est-ce que vous allez se sentir capable de le faire? Et alors, la performance, c'est en quoi les médias sociaux peuvent-ils carrément amplifier la communication à l'extérieur de Saint-Luc? Est-ce que pour eux, ils voyaient ça comme intéressant, simplement pour l'hôpital ou pas? En même temps, on a fait une analyse externe et on a un peu benchmarké. Alors, j'ai quelques résultats ici pour voir un peu ce qui existe. Par exemple, Bruckmann a lancé pas mal de choses en médias sociaux, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu dans les médias. Ils sont bien mis en avant, ils sont sur leur site internet et tout, mais il n'y a pas tellement de conversation. L'UZ Leuven est absent sur Twitter et Facebook, en 2012 en tout cas, mais quelqu'un a pris la page UZ Leuven. Et qui est-ce qui a pris la page UZ Leuven? Ce sont les ambulanciers des urgences. Ah, oui, voilà. Donc la page UZ Leuven, c'est les ambulanciers des urgences. Je ne sais pas ce que pense mon homologue de là-bas, mais il va falloir qu'il la récupère quand même. Donc je ne sais pas comment il va faire. Il va en tout cas les mettre comme point d'entrée spécifique pour avoir des infos intéressantes, ça c'est sûr, mais... Virgaïès à Hasselt utilise une page Facebook plutôt pour le recrutement de personnel, et Ambroise Paré à Mons fait ça très fort aussi. Par exemple, ils communiquent uniquement par leur page Facebook pour le recrutement, mais ils ne font que du recrutement. Et alors l'Institut Bordet, par exemple, ils ont un Facebook mais qui n'est pas très actif. Ils ont mis des vidéos sur YouTube, mais pas vraiment une vraie chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, c'est quoi? C'est vraiment une page... pour dire en français, customisé avec le visuel de l'hôpital, et vous avez différents canaux avec chaque fois des thématiques avec des vidéos. C'est pas j'ai mis comme ça, clac, un film sur YouTube, j'ai fait une chaîne construite sur les soins, l'hôpital, etc. Et c'est vraiment construit. Voilà. Il y en avait plein d'autres, hein. Je ne vais pas tous les passer en revue, surtout que je vais peut-être parler de vos institutions à vous. Donc, voilà. Alors à l'étranger, à Genève, ils ont quand même une approche très réfléchi, hein, c'est Genève quand même, mais c'est très statique encore. Donc ils mettent des informations très institutionnelles, il n'y a pas beaucoup de conversation, il n'y a pas de gens qui interagissent par rapport à Sainte-Justine à Montréal, où il y a énormément de répliques. Quand ils mettent quelque chose sur leur Facebook, il y a énormément de gens qui aiment, il y a énormément de gens qui répondent. Évidemment, quand le core business, c'est l'enfant, ça touche beaucoup de monde. Et par exemple, Sainte-Justine, ils mettent chaque semaine une citation d'un enfant. C'est en général mignon, craquant, etc. Et donc, il y a des 1385 j'aime. Enfin bon, mais ce qui est donc très très bien pour la visibilité du CHU Sainte-Justine, parce que chaque fois que quelqu'un fait j'aime, c'est l'hôpital qui fait un pas de plus dans la communauté et qui est visible, enfin cautionné par. Les communications de Genève sont plutôt plus rigide, et donc il y a moins de j'aime. John Hopkins, là, aux États-Unis, ils ont de nombreux blogs, de nombreuses pages Facebook, et c'est vraiment thématique. Et il y a beaucoup de témoignages patients, parce que peut-être que c'est culturel, enfin bon, il y a beaucoup de patients qui disent j'aime, j'ai été bien soigné, c'était formidable, beaucoup d'émotionnels là autour aussi, et beaucoup de comptes Twitter. Ils ont ShareCare. ShareCare, c'est aussi un média social qui permet aux gens qui ont une pathologie X de tous se retrouver, et de parler de leur pathologie, et donc du bon docteur ou du moins bon docteur, ou des choses comme ça. C'est aussi la machine à café, mais c'est un peu... Voilà. Donc, notre consultant en marketing disait que c'était bien d'y être, parce que les gens peuvent raconter un peu n'importe quoi là-dessus, mais ici en Belgique, c'est pas encore trop développé. Mais c'est un peu comme le Doctissimo, où les gens disent « j'ai mal à la tête hein, comme... c'est bon, ben voilà, c'est assez risqué. Et alors, Gustave Roussy, Villejuif, là, c'est plutôt une page Facebook pour générer des fonds pour leur fondation. Alors, dans un deuxième temps, on a fait un atelier de travail, donc on a réuni les 12 personnes qui ont participé à l'enquête, parce qu'on a voulu vraiment hiérarchiser les priorités. Alors, on a notre trajectoire, ce que j'appelle les espaces de conversation, si on veut. Les trajectoires, c'est les patients. La communication interne est apparue comme étant quelque chose d'essentiel pour les gens. Ils ont dit, oui, c'est très bien de faire du Facebook, c'est très bien de faire du Twitter, mais le Twitter, c'est pas le plus populaire, mais on veut surtout une plateforme média sociale qui nous aide à mieux communiquer en interne, à faire péter les silos. Quand on travaille sur des projets, quand on a une approche projet et qu'on a des gens qui viennent de différents départements, plutôt que de s'envoyer des mails et des machins comme ça, on voudrait pouvoir créer un groupe sur un média social. On ne pensait pas que ce serait à ce point important dans l'esprit des gens. Et quand ils ont dû voter dans le groupe de travail, c'est clairement ça qui est ressorti comme la priorité.
Alors là, on cherche, bon, monsieur Microsoft est parti, il y a une solution offerte par Yammer, qui est très bon marché pour lui, mais très cher pour nous, donc on cherche un peu une alternative. Donc, je lui aurais dit s'il avait été là, mais moi. Donc voilà, mais c'est essentiel. Le recrutement, l'enseignement, il est apparu que une plateforme de médias sociaux pourrait être utile pour aider à l'intégration des max et des stagiaires dans l'hôpital, pour qu'ils puissent échanger, partager et surtout poser, et qu'on puisse les capter leurs questions, capter leurs trucs, parce qu'ils sont un peu laissés à eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas impliqués dès le départ dans le processus. Participation au débat public aussi, un média social qui nous permette de faire peser la voix de l'hôpital dans le débat public, plutôt peut-être sous forme d'un blog, et alors la levée de fonds, parce que la Fondation Saint-Luc, donc. Alors, on avait notre trajectoire avant la réunion de travail, c'était issu des entretiens, et on a voulu les hiérarchiser. La hiérarchiser comment? Voir le degré de maturité qu'on allait appliquer à chaque média. Soit une simple présence, on est là, on monitore et on ne fait pas grand-chose, soit une conversation, on est vraiment dans le média social et on converse avec les gens, il y a quelqu'un qui surveille ce qui s'y passe et on répond. Quand quelqu'un a écrit j'attends depuis 3 heures dans une salle d'attente et les sandwichs sont dégoûtants, on répond oui, ben écoutez, des urgences peuvent intervenir, donc ça fait que, etc. L'hôpital, ça fait des choses imprévisibles, etc., etc. Mais la personne qui répond, c'est quelqu'un qui sait un peu ce qu'elle répond en disant oui, moi aussi j'ai attendu 3 heures, c'est pas une réponse. Hein. Donc il va falloir faire une réponse qui soit un peu... Et ça n'est pas mieux pour le personnel, ça c'est ravageur. Donc c'est pour ça que ça doit être un peu piloté. La co-création et la collaboration, ça c'est carrément... on délègue à certains groupes dans l'institution la capacité de pouvoir dialoguer, par exemple, si on a une plateforme recherche. Et alors l'intégration, c'est le média social est un outil de travail, ça c'est carrément le fameux LinkedIn éventuellement pour les ressources humaines. Alors voilà ce qui est sorti de ce groupe, c'est qu'il est apparu que pour les patients, il suffisait d'avoir une présence et une conversation, qu'on n'allait pas devoir faire plus. Pour la Fondation Saint-Luc, ça c'est juste une présence pour montrer un peu les activités. C'est une fondation qui a de plus en plus d'activités qui nécessitent d'être vues. Donc à travers la page Saint-Luc, des activités sur la Fondation Saint-Luc, mais pas une page Fondation Saint-Luc par exemple. Communication interne, là il faut tout. Et donc c'est là qu'on essaye de trouver pour l'instant une solution. Recrutement, on fait présence et intégration, voilà. Communication entre stagiaires, recherche et santé publique. Santé publique, c'était perçu comme le moins prioritaire, le fait de peser sur le débat public. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on avait ce constat? D'abord, assurer apparemment une image de marque uniforme. On est en train de travailler sur la visibilité, l'identité visuelle, etc. Ça va nous aider à lancer tout ça. Quand on fera des comptes, il faudra qu'ils seront cohérents les uns par rapport aux autres. C'est les cliniques universitaires Saint-Luc qui parlent et on voit comment on met l'info de tous les sous-services qui veulent, les sous-divisions, je veux dire, qui veulent faire passer des infos. Nous n'aurons pas des Facebook pour chacun des services, par exemple, parce que ça allait perdre les gens dans la perception qu'ils avaient de l'institution. Et alors faire un inventaire des écarts, c'est de voir ce qu'il faut un peu corriger par rapport aux médias qui existent déjà pour l'instant. Le deuxième chantier, c'est créer les comptes, créer les logos, les mises en page. On l'a fait pour la chaîne YouTube. Et définir, très très important, la ligne de conduite. Toutes les entreprises qui se sont lancées dans les médias sociaux, ben, elles ont quand même une charte plutôt charte quoi, hein, où on dit ne faites pas n'importe quoi. Protégez vous-même par rapport à ce que vous faites sur un média social. Je terminerai par quelques petits conseils là, mais il faut protéger les gens contre eux-mêmes, mais il faut aussi faire attention qu'ils ne commencent pas à déblatérer l'employeur de manière trop publique. Ça reste à la machine à café. Ça ne doit pas, et un employé n'est pas censé commencer à dire du mal de son employeur devant tout le monde. Lancer les premiers dialogues, régler les premiers dilemmes, et ensuite lancer les différentes plateformes. Et on veut avoir une solution communication interne avant de lancer la plateforme externe, ou en tout cas en parallèle pour que les gens voient qu'on a tenu compte de ça aussi. Alors j'avance parce que je crois que j'arrive au terme. Donc je ne vais pas les lire tous, mais il y a quelques petits conseils quand même qui sortent souvent dans les chartes de bonne conduite de médias sociaux dans les entreprises, et notamment je ne sais pas, par exemple, le 12e, distinguer parler d'eux et parler au nom d'eux. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très clair pour les gens. Voilà, et puis se protéger. Enfin, vos amis disent qui vous êtes aussi. Par exemple, quand on aime quelque chose sur un site de quelqu'un d'autre, tout le monde va voir que vous aimez ça. Donc, vos amis voient que vous fréquentez des gens parfois très infréquentables. Bon, ça, que votre vie soit trépidante le soir, c'est une chose, mais faites attention, dans le cadre professionnel, ça peut être dangereux. Enfin, voilà. Vous trouverez ça, de toute façon, dans les slides qui ont été remis.
Donc, où en est-on maintenant? On a ce constat à Saint-Luc et on attend d'avoir l'identité visuelle définitivement fixée, le nouveau logo, etc. pour les semaines qui viennent et on se lance. On se lancera activement sur les médias sociaux. Voilà.